Bonjour et bienvenue à tous dans i24 News Business Club, une émission qui sent bon. Odeur de fleurs, senteur boisée, bouquet floral. Et oui, le thème de cette émission, c'est le parfum. Quelle est l'odeur du business? C'est à chacun de le dire, si vous avez du nez. Au sommaire de cette émission, Marc Toiti, économiste président du cabinet ACDFI. Vaut-il mieux être américain ou européen en économie en ce moment? Il va nous aider à le savoir, graphiques à l'appui. Mais aussi Philippe Benassin, PDG d'Interparfums, qui crée, fabrique, distribue des parfums de prestige et des cosmétiques grâce à des licences de marques prestigieuses. Moncler, Lanvin, Rochas, bien d'autres encore. Et puis on se penchera sur le premier accélérateur mondial de start-up du domaine aéronautique, spatial, défense, basé à LA, Paris, Munich, Tel Aviv, Singapour, Starbust. Ce sera ensuite le moment d'échanger avec une experte de la finance, Léa Dunant-Châtelet, directrice du pôle ISR chez DNCA, qui vous donnera une excellente idée pour investir dans ce contexte de flambée des prix, de situation critique sur le marché de l'électricité. Et si ça ouvrait la voie à des opportunités de business? On verra ça tout à l'heure, mais d'abord, la séquence économique. Toiti, bonjour, je vous invite notamment parce que vous avez toujours le sourire, mais plus d'inflation, moins de croissance pour l'économie mondiale en 2022, ça semble quand même être la projection face aux différents chocs économiques actuels. Alors, est-ce qu'on est égal face à ce défi selon que l'on est américain ou européen ? Eh bien, c'est ça le grand problème, c'est qu'on a une sorte de déphasage qui est en train de se produire entre les États-Unis qui, certes, eux aussi, ils ont une forte inflation. On est autour des 8% d'inflation. Chez nous, dans la zone euro, on est à 7,5%. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Par contre, là où il y a un écart, c'est la façon dont nous pouvons gérer cette inflation. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on reste toujours sur une croissance extrêmement forte, extrêmement soutenue. Les derniers indicateurs avancés montrent que ça résiste plutôt bien. Alors que malheureusement, chez nous, dans la zone euro, et voilà, malheureusement, la guerre en Ukraine est passée par là. Évidemment, c'est un drame humain, mais le problème, c'est que pour l'instant, la zone qui souffre le plus, en dehors évidemment de l'Ukraine, ça reste la zone euro, l'Europe, qui connaît une croissance qui est en train de s'effondrer. On a les derniers indicateurs, notamment de confiance des ménages. Je vous ai fait un petit graphique, je ne sais pas si on va pouvoir le voir tout à l'heure, où justement, on voit la confiance des ménages qui se maintient sur des niveaux relativement élevés aux États-Unis, alors qu'elle est en train de s'effondrer complètement dans la zone euro. On a eu également cet indicateur qu'on appelle Santix de confiance des investisseurs dans la zone euro. Là aussi, un effondrement. On pourrait avoir dans les prochains mois une baisse du PIB annuel donc dans la zone euro de 5%, parce que également la locomotive de la zone euro, l'Allemagne, est déjà malheureusement retombée en récession. Donc on a cette dichotomie, c'est ce qui est un petit peu dangereux. Les Américains qui, eux, sont indépendants énergétiquement, qui peuvent affronter la flambée des matières premières, et puis malheureusement, la zone euro, l'Europe, qui souffre plus que les États-Unis. Dans ces conditions, il existe bien un risque de désynchronisation des économies, un mouvement qui justifierait encore une appréciation du dollar dans les prochains mois, non? C'est ce qu'on peut redouter? Tout à fait. Alors déjà, ça a déjà commencé. Il ne faut pas oublier que déjà pendant la pandémie, les Américains ont mieux résisté. Il y a eu moins de récession, il y a eu un redémarrage. Un chiffre très simple. Aujourd'hui, le PIB américain hors inflation, il est 3% au-dessus du niveau de 2019. Alors que dans la zone euro, on est toujours en deçà de l'ordre de 1,8%, donc inférieur au niveau de 2019. Donc ça veut dire que nous, on n'a toujours pas digéré la crise du coronavirus. Les Américains sont déjà au-dessus. Et là, vous l'avez évoqué, on a cette nouvelle crise avec effectivement une croissance qui résiste bien, un taux de chômage également qui est à 3,6% aux États-Unis contre quasiment 7% chez nous. Donc même si ça a baissé, mais néanmoins on a cet écart qui est là. Des salaires qui augmentent de quasiment 6% aux États-Unis contre beaucoup moins également chez nous. Et donc évidemment c'est la conséquence logique. Comme ça va bien outre-Atlantique, les Américains, donc la Réserve fédérale américaine, augmente les taux d'intérêt, alors que nous pour l'instant on les maintient à zéro. Et donc l'euro est en train de baisser par rapport au dollar. Donc le dollar est en train de s'apprécier. On était encore à 1,22 $ pour un euro il y a quelques semaines. On est à 1,09 $ pour un euro. Donc c'est un petit peu pour nous la double peine, parce que lorsque l'euro baisse, comme les matières premières sont libellées en dollars, eh bien ça augmente l'inflation. Donc ça aggrave la situation économique de la zone euro.
Oui, Marc Oui. Toiti, on se connaît bien depuis tout ce temps. Alors, qu'est-ce que vous portez, hein? Je l'ai dit, le thème de Ah cette oui. émission, c'est le parfum. Eternity de Calvin Klein l'américain ou Stronger With You de Giorgio Armani? Moi, j'aime bien les deux, mais pour tout vous dire, je suis plus Chanel, hein. Excusez-moi, je suis désolé, hein, moi je porte Allure là en ce moment, mais voilà, parce que c'est un bon client à moi depuis des années, donc Ah, forcément, voilà. le- Mais vous j'aime bien également, ma jeunesse, c'était effectivement Armani, etc. Ça me rappelle ma jeunesse. Mais voilà, Merci. on est plus dans le temps Vous d'aujourd'hui. êtes Ce un sont petit tous des très bons parfums, bien entendu. Vous êtes un petit peu loin, je n'avais pas bien senti, mais j'espère que vous allez vous rapprocher. Merci à vous. En tout cas, vous Avec sentez plaisir. bon le dynamisme. On passe tout de suite à la séquence grand entretien. Le cofondateur et PDG d'Inter Parfums, Philippe Benassin, a un parcours extraordinaire. C'est d'abord la fondation de cette société en 1982 et cet entrepreneur a signé la fragrance de nombreuses marques prestigieuses, Montblanc, Lanvin ou Rochas. Philippe Benassin, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Alors, Merci. ça a l'air très facile, on voit un parcours plein de réussites, alors que vous avez remporté et dû surmonter pas mal d'écueils. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'état de grâce après ces quelques années dans le parcours. Comment pourriez-vous qualifier la période actuelle? La période actuelle est très difficile, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On a une année 2021 plutôt facile parce qu'on sortait d'une année 2020 très difficile, mais c'est un peu pour toute l'industrie, c'est pas nous spécialement. Et l'année 22 est très difficile parce qu'il y a des vrais problèmes de supply chain, des vrais problèmes de matières premières, des problèmes de coûts, des problèmes d'inflation, tout ce qu'on a dans les actualités, qu'on voit dans les news au fur et à mesure, se vérifie complètement dans l'industrie. Donc on est dans une situation compliquée. Alors, Mais ça va quand même. on va parler effectivement de votre environnement, mais pour ceux qui ignoreraient encore ce que représente Interparfums, j'ai cité quelques marques et on va les voir à l'écran, mais au début, qu'est-ce que c'est un parfum? Comment, diplômé de l'ESSEC, vous vous êtes dit, tiens, on va avoir une offre nouvelle, parce que vous avez un nombre de signatures de licences tout aussi prestigieuses les unes que les autres, mais il fallait être assez audacieux. Non. Déjà, ça s'est passé en 39 ans aujourd'hui, donc on n'a pas démarré, Oui, c'était l'ESSEC, pas il y a c'était pas quelques tout à fait minutes. Les 10 premières années ont été compliquées parce qu'il a fallu mettre en place un business model qu'on ne connaissait pas en partant dans une industrie qu'on ne connaissait pas non plus, donc l'apprendre et la comprendre. Et puis les affaires ont commencé à se développer 10 ans après de manière assez rapide. Et il y a eu une accélération avec la licence Burberry que vous connaissez bien puisqu'on raconte beaucoup le cas Burberry dans notre histoire. Burberry que nous avons eu pendant 20 ans et qui a permis parallèlement de signer d'autres licences comme Montblanc, Jimmy Choo, Moncler, le rachat de Rochas, Lanvin, etc., Van Cleef & Arpels, dont vous avez parlé à l'instant, qui nous ont permis de constituer un portefeuille important dans cette industrie de luxe, de marques désirables, sur lesquelles nous avons développé nos parfums au fur et à mesure. Et quels sont les best-sellers, les valeurs sûres, hein? C'est vrai, c'est quelque chose de très personnel, le parfum. On choisit également en fonction de ses humeurs. Mais si on parle de l'Europe, si on parle de la France et de l'étranger, j'aimerais que vous nous rappeliez la dimension internationale d'Interparfums qui est très forte parce qu'on est sur une chaîne internationale. Et puis, quels sont les best-sellers? Alors, Interparfums, déjà, en termes d'activité, c'est 10% en France, 90% à l'étranger. Donc c'est une affaire qui est très internationalisée. C'est une affaire qui est partout dans le monde, dans tous les pays, hors Afrique, dans la mesure où l'Afrique a des petits réseaux de distribution, donc la présence africaine est plus faible. On a environ 50% de l'activité qui est faite entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Donc c'est très important. Pour nous, les Amériques, c'est un marché important. Et le reste des autres 50%, vous avez la moitié en Europe et l'autre moitié en Asie et Moyen-Orient. Quels sont les axes de développement? On a une géographie mondiale qui bouge, hein. Il y a parfois des zones qui deviennent des zones fragiles. Je crois que vous êtes présent également en Russie. Alors, on est présent en Russie, on est très bien présent en Russie parce qu'on est partenaire de la société depuis le jour J de la création, qui était en 93 ou 94, si je me souviens bien. Donc, c'est un partenaire important. C'est un partenaire qui est un ami aussi. C'est une société qui est gérée par des femmes principalement. La CEO est une femme, elle s'appelle Tatiana Volodina et elle gère une affaire qui fait 1,5 milliard avec 15 000 personnes. Elle a en même temps une filiale en Ukraine, ce qui complique encore plus le sujet, puisque notre partenaire russe, c'est le même que notre partenaire ukrainien, donc des deux côtés, avec tous les problèmes du moment Comment vous voyez la connaissez. sortie? C'est l'incertitude totale ou c'est... L'incertitude, on ne sait pas, c'est très difficile à évaluer. Je ne vois pas de sortie rapide prochaine, mais enfin, j'ai moins d'informations que vous, à la limite, hein, parce que moi, je suis très en retard sur l'information.
que vous avez immédiatement. Et notre partenaire russe, en tout cas, est abasourdi de ce qui se passe en Ukraine, évidemment. Alors, on parlait produits, il y a des valeurs sûres. Il semble que l'eau de Rochas, qui a été créée il y a 50 ans, soit toujours aussi moderne. Est-ce que vous pouvez nous parler en fait quand même des priorités, des marques favorites? Alors, on a 3 marques qui sont très dominantes dans le portefeuille. Il y a d'abord la marque Montblanc, qui est la plus importante aujourd'hui. Ensuite, il y a les marques Jimmy Choo et Coach, qui sont aussi très importantes et pas loin de Montblanc. Donc, ces 3 marques-là font à peu près 70% de l'activité. La marque Montblanc, elle a le mérite d'être très internationale. La marque est assez forte partout. C'est rare et c'est très prestigieux et important pour nous. On a une marque qui se développe bien. En plus, elle est masculine à 90%, puisque la marque Montblanc elle-même est très institutionnelle et très masculine. On a ensuite Jimmy Choo, qui est très présent aux USA, au Royaume-Uni et pas mal en Asie. Et enfin, on a la marque Coach, qui est la 3e marque que j'ai citée, qui, elle, est très, très dominante aux États-Unis, où la désirabilité, la notoriété est très forte, alors qu'en Europe, elle est beaucoup plus faible. Donc on a des pôles d'activité qui sont différents et des territoires qui sont différents. Vous parliez de Rochas à l'instant. Rochas est une marque très européenne, en revanche. Elle est très peu présente aux États-Unis, très peu présente en Asie, un petit peu quand même, mais surtout, 60% de l'activité Rochas, c'est l'Europe. Alors, on pourrait se dire que acheter un parfum, on cède à l'esthétique du flacon, tout simplement au goût, au parfum. Et quand on vous écoute, vous nous dites, moi je raconte des histoires. Alors, on n'aime pas trop les patrons qui nous racontent des histoires, nous les journalistes, mais quand même, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il y a beaucoup de choses de culturel derrière un parfum? Alors, quand je dis des histoires, c'est des histoires, c'est dans le sens storytelling. Ça veut dire qu'il faut qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait une histoire du produit, dans la mesure où on ne peut pas vendre un parfum parce que le jus sent bon. Des parfums qui sentent bon, il y en a partout dans tous les linéaires. Ce qui compte, c'est vous avez une marque, vous démarrez par une marque, qu'elle soit Rochas, Van Cleef ou Montblanc. Voilà 3 histoires très différentes de chaque marque qui ont vraiment des légitimités fortes et qui ne se ressemblent pas du tout. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de prendre les ingrédients importants de la marque et essayer de les transformer en parfumerie, tout en racontant une histoire autour du projet pour que le consommateur ait l'impression d'être associé à quelque chose. C'est ça votre coopération? Van Cleef, c'est de la haute joaillerie, c'est du prestige. Et il faut essayer de retranscrire cette haute joaillerie dans ses parfums et dans la façon dont ils sont travaillés et développés. Donc c'est ça, vous rentrez dans l'intimité de la stratégie, de la culture d'entreprise pour proposer à ces grandes marques une offre et des nouveaux lancements? Parce qu'il semble que vous avez un lancement quasiment tous les 2 ans. Hein. À peu près un lancement tous les 2 ans par marque. À peu près, mais parce qu'on est obligé, c'est le marché qui est comme ça. Nos grands concurrents sont aussi dans le même cas de figure. Vous êtes obligé d'avoir des lancements pour générer de la nouveauté et de l'intérêt, et pour aussi que les retailers aient quelque chose à dire et mettre en avant les lancements dans les linéaires et dans les magasins. Donc c'est important les lancements et ça fait des nouvelles communications en même temps. Alors c'est vrai qu'il y a des moments dans la vie d'une entreprise, quand Burberry arrête, tout de suite il y a cette volonté chez vous de rajouter de nouvelles marques au portefeuille. Ça se fait assez naturellement ou c'est des batailles homériques? On est dans le domaine des parfums, des cosmétiques, une industrie mondiale. C'est ni l'un ni l'autre, on va dire. C'est ni des batailles homériques et ça ne se fait pas facilement non plus. Non, mais quand Burberry voulait sortir, d'abord ils sont sortis 2 ans avant la fin du contrat. Donc on savait que le contrat n'était pas forcément renouvelé 2 ans après. Ils avaient une option de sortie en plus qui avait été négociée. Donc ça n'a pas été une surprise d'un coup. Ce qui s'est passé, c'est que comme on avait déjà senti qu'il y avait une possibilité de sortie, on avait commencé à chercher d'autres marques. Donc Montblanc, Jimmy Choo et Van Cleef & Arpels sont rentrés dans le portefeuille un peu avant la sortie de Burberry. Et ça nous a aidé considérablement à revenir à des niveaux plus hauts de chiffre d'affaires. Après ces 3 marques, on a racheté Rochas et plus récemment, on a signé Moncler, qui est une marque extrêmement connue, extrêmement désirable, de très haut luxe, qui va démarrer de manière importante au deuxième semestre de cette année, exactement. Sachant qu'on a démarré un petit peu à petite vitesse, dans une distribution serrée au début, mais là, on va l'ouvrir maintenant. Vous êtes un expert des parfums. Quelle est la relation des gens à leurs parfums? On est dans une conjoncture avec des risques élevés, des tensions, soit politiques, une géopolitique incertaine. Est-ce que le parfum, ça fait partie des valeurs sûres parce que ça a intégré le quotidien des gens? Ou alors est-ce qu'il y a quand même une grande infidélité et les gens testent tout? Voilà, dans cette période, on parle de beaucoup de pouvoir d'achat. Finalement, est-ce que vous êtes rassuré de voir que les gens continuent à se faire plaisir en s'achetant leur parfum? Voilà, quelle est l'incidence dans un contexte un peu délicat? C'est intéressant comme question parce qu'il s'est passé quelque chose de très
de très novateur aux États-Unis l'an dernier, c'est que le marché, dans l'année 2021, a augmenté de 40%. C'est un marché très mature qui faisait environ 4 milliards de dollars au niveau retail. Et il est passé à plus de 5 milliards. Il a augmenté d'à peu près, il faisait un peu moins de 4, il est passé à plus que 5. Il a augmenté de 40% sur l'année, c'est énorme, ça n'existe pas sur aucun marché mature. Et on a senti la même chose en Chine, où en Chine, en général, les parfums étaient un tout petit pourcentage de l'activité cosmétique. Et ce pourcentage est monté de manière importante. En Europe, on est resté à peu près flat, donc c'est pas trop mal quand même. Mais on sent que les parfums, qu'il y a un engouement sur les parfums depuis, je dirais, un an et demi, pas plus que ça. Avant, les marchés étaient très matures et ne bougeaient pas tellement. Depuis un an et demi, il y a un engouement sur les parfums, alors qui vient peut-être de la situation Covid qu'on a connue et qui fait que de se parfumer, c'est plus agréable, que le fait que les gens soient moins sortis et utiliser quand même des parfums en ne sortant pas. On n'a pas d'éléments précis à donner, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que le marché tient aujourd'hui à un niveau plus haut que ce qu'il était en 2020 et en 2021. En tout cas, une nouvelle étape dans la vie d'Interparfums, puisque vous investissez votre nouveau siège, la rue Solferino. C'est le nouveau siège du groupe. On prenait le grand escalier aux 10 rue de Solferino, comme les gens le savent, le grand escalier d'apparat qui menait au bureau du premier secrétaire du Parti socialiste ces dernières années. Et maintenant, on entrera dans votre bureau. Alors, en ce printemps d'élection, Philippe Benassin, c'est un signe que vous êtes quelqu'un d'engagé ? Non, alors en fait, non, c'est le hasard qui a bien fait les choses. En fait, notre immeuble du 4 ronds-point des Champs a été vendu il y a à peu près un an et demi. Et comme il a été vendu, et donc pas à nous, puisqu'on était candidat sur l'achat et on ne l'a pas eu, on s'est dit c'est peut-être le moment de regarder d'autres sièges sociaux. On avait en plus un siège social qui était des deux côtés du rond-point. Et on s'était dit il faut regarder autre chose. Et on avait le 10 Solferino qui était en rénovation par le groupe Apsis, que j'ai visité la première fois en octobre 2020, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai trouvé le siège social extrêmement beau, la rénovation extrêmement bien faite. Et je me disais, ça va être magnifique pour le développement de la société dans les années futures. Et puis, donc, de fil en aiguille, on est allé vers le rachat du siège social à Apsis. Donc on y est aujourd'hui depuis quelque temps, depuis récemment. Une belle leçon de management, comment on transforme un siège vieillissant mais iconique en QG mondial d'un groupe en plein essor. Là aussi, il y a de la stratégie. On va dire que le hasard a bien fait les choses sur cette affaire, parce que je ne l'avais pas spécialement prévu, et ça s'est bien passé puisque c'était là. Maintenant, sur le siège social, il n'y a pas de stratégie. Vraiment, on est content d'y être. C'est très beau, c'est rénové. C'est en plus un immeuble historique puisqu'il a été construit en 1772, vous vous rendez compte. Donc il y a fort longtemps, il s'est passé plein de choses que je ne vais pas raconter maintenant parce que c'est trop long et il y a eu trop de propriétaires. Mais en tout cas, c'est François Mitterrand qui l'avait acheté en février 81 et qui n'y est pratiquement pas resté puisqu'il a été élu, comme vous le savez, en mai 81. Mais surtout, François Hollande et Lionel Jospin ont passé de longues années là-bas. Donc, dans ce contexte politique, vous êtes un acteur. Maintenant, vous dites l'entreprise a un rôle dans la société ? Pas plus qu'avant. C'est pas parce qu'on est dans l'ancien siège du PS qu'on doit se sentir obligé de participer à quoi que ce soit. Et vous, Philippe Benassin, vous portez quel parfum en ce moment ? Alors moi, je porte souvent déjà des essais des futurs parfums. Donc j'ai bien souvent des parfums qui ne sont pas encore commercialisés et qui vont devenir peut-être des produits ou pas, puisqu'il y a des échantillons nombreux et des changements d'olfaction qui sont revérifiés. Donc je porte actuellement, en tout cas, le dernier Moncler Homme et quelques essais de la future collection Moncler. Eh bien, c'est formidable. Cette séquence touche à sa fin. Vous allez pouvoir vous rapprocher et je vais pouvoir sentir donc ce parfum qui sortira dans quelques mois en avant-première. Merci beaucoup pour cet entretien. Philippe Benassin, il est PDG d'Interparfums et c'est une nouvelle séquence pour ce groupe désormais installé 10 rue Solferino. On continue de prendre de la hauteur puisqu'on va parler de spatial dans la rubrique Innovation. Lors du 7e sommet des startups et de l'innovation du magazine Challenge, les licornes, les entrepreneurs se sont succédés. Parmi ceux-là, François Chopard, fondateur, président de Starbust. Je lui ai demandé quel est le meilleur modèle d'innovation. On écoute sa réponse. Effectivement, c'est un modèle en pleine évolution, surtout dans le domaine des deep tech. C'est un modèle qui commence à bien marcher dans le domaine du numérique. Le deep tech, les technologies plus lourdes, c'est un domaine qu'on est en train d'apprendre et de développer. Ce qu'on peut faire de mieux, c'est s'inspirer de ce qui se passe aux États-Unis et de ce qui se passe en Israël, deux pays dans lesquels on est positionné, on accompagne les startups, et donc avoir des entrepreneurs encore plus boostés, encore plus accompagnés et plus de financement privé, mais aussi public. Comment la commande publique peut-elle aider les entreprises innovantes, notamment en France ?
Jusqu'à maintenant, la commande publique française était une commande publique essentiellement orientée vers les grands groupes. Donc petit à petit, l'orienter plus en direct vers les startups, en tout cas dans le domaine du spatial, de l'aéronautique et de la défense, c'est un premier pas. Et petit à petit, par y allouer plus d'argent, plus de budget et réguler le moins possible, ou en tout cas accompagner les acteurs comme Starburst pour investir et supporter les startups. Vous pouvez nous parler d'une innovation dans le spatial qui vous paraît particulièrement prometteuse ? Alors moi, je crois beaucoup à l'industrie qui va se passer dans le spatial, hein. Donc la fabrication dans l'espace, l'utilisation de ressources. On parle de fabrication de fibres optiques déjà qui cristallisent de manière complètement différente et du coup qui apportent des performances bien supérieures à la fibre optique qu'on fabrique sur Terre. On commence à parler de manufacturing, de produits silicium. On commence à parler de tout ce qui est care in space, hein, donc tout ce qui est pharmacie, biotech et tout le domaine du vivant qui pousse de manière et qui grossit de manière différente dans la station spatiale et un environnement sans gravité. Israël, c'est le pays de la Startup Nation. De quoi peut-on s'inspirer en France et en Europe quand on fait de l'innovation ? Mais c'est vrai que Israël, avec son modèle de service militaire de 2-3 ans, génère des personnes et des entrepreneurs avec une forte confiance en eux, plein d'idées pour résoudre les problèmes qui sont sur le terrain. Et donc voilà, c'est inciter des entrepreneurs à être encore plus créatifs, plus agressifs, plus motivés à changer la manière dont on vit aujourd'hui et demain. On a eu des grands programmes en France, le Concorde, le TGV, France 2030. C'est dans le même sillage ? Alors c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on veut créer les champions de demain, mais on voit bien que c'est un modèle complètement différent qui s'inspire, je trouve, du modèle de la Silicon Valley qui a généré des centaines et des centaines de licornes, dans un modèle où on fait confiance à des entrepreneurs, plutôt une dizaine qu'un seul groupe, et on laisse quelque part la nature faire, ou en tout cas décider qui sera le meilleur, qui arrivera pas uniquement avec la meilleure technologie, mais avec une meilleure combinaison de technologie, adaptation au marché, réponse aux clients. Donc c'est ça France 2030. Et on passe tout de suite à la séquence placement. Le contexte de crise géopolitique rappelle la dépendance de l'Europe aux approvisionnements de gaz russe, une situation qui nuit à la transition énergétique. On se demande quelle allocation d'actifs privilégier. Et là, je me tourne vers une spécialiste, Léa Dunon-Châtelet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du pôle ISR chez DNCA. Et effectivement, quelle thématique avez-vous identifiée dans cette conjoncture ? Eh bien, finalement, assez basiquement, je dirais, les énergies renouvelables, puisque vous l'avez très bien dit, le contexte géopolitique nous ramène à cette dépendance, nous rappelle que finalement, produire de l'énergie locale, c'est important. Et il se trouve que les énergies renouvelables, indépendamment de tous les rapports climat qu'on a eus dernièrement, se produisent de manière locale et avaient beaucoup souffert en bourse, donc reviennent sur le devant de la scène en ce moment. Alors, vous voyez loin, puisque votre fonds s'appelle Beyond Climate. Tout le monde est transfiguré devant ce défi du changement climatique. Vous êtes déjà Beyond. Et on va voir à l'écran les secteurs principaux dans lesquels vous investissez. Vous pouvez nous en dire un petit mot, vos priorités ? Oui, alors effectivement, le climat, ce n'est pas que les énergies renouvelables. Pour nous, c'est à la fois les technologies d'efficience, c'est-à-dire des matériaux qui viennent en rupture de l'existant, du ciment bas carbone, du bois à la place de l'acier. C'est également toute l'efficacité énergétique, ça c'est les grands industriels qu'on connaît bien. Et puis, toutes les énergies renouvelables, évidemment. Donc c'est large. Alors, on en revient aux recommandations. Si on regarde les principales lignes de votre portefeuille, on en cite juste quelques-unes, Iberdrola, Air Liquide. Et puis, quelle est votre recommandation maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ? En ce moment, on aime beaucoup les petits acteurs des énergies renouvelables parce que c'est des pure players, ils ne font que ça. C'est un marché qui se consolide et qui, évidemment, va répondre à notre défi. Donc, on a en ce moment Albioma et Voltalia, deux acteurs de taille assez équivalente, français. L'un est un pure player des renouvelables, Voltalia. L'autre
vôtre opère dans les dom-tom pour Albioma une transition du charbon par la biomasse et maintenant quasiment 100% éolien dans les prochaines années. Donc, c'est 2 acteurs qui nous intéressent particulièrement. Alors, ça peut être peut-être des sociétés assez petites. Quelle est leur taille? Est-ce qu'on est dans un secteur en phase de consolidation? Complètement. En fait, elles font toutes les deux. Alors, ça ne va pas forcément parler à peu près 1 gigawattheure en termes de taille. C'est tout petit par rapport aux grands énergéticiens qu'on connaît. Et c'est justement ça le sujet, c'est que ces grands énergéticiens vont devoir progressivement, probablement se consolider pour pouvoir avoir ces technologies finalement en portefeuille. Est-ce qu'il faut nécessairement de gros montants ou finalement investir sur ces thématiques durables, transversales? C'est à la portée de tout le monde? C'est à la portée de tout le monde évidemment, puisqu'on a à la fois des entreprises de toute taille puis aussi des fonds de toute taille. Et donc oui, c'est un sujet qui est transversal, heureusement. Un petit mot, comment se place la France sur ces secteurs? Énergie renouvelable, Beyond Climate, c'est très international. C'est très international. La France a un atout qui est le nucléaire, néanmoins, je dirais au niveau géopolitique. Mais en tout cas, dans les portefeuilles aujourd'hui, on est plutôt sur des acteurs de l'efficacité énergétique comme Schneider Electric, par exemple, ou même Legrand dans les bâtiments, que dans nos énergéticiens, parce que les énergéticiens français n'ont pas fait la transition qu'on peut observer, par exemple chez Iberdrola en Espagne. Là, c'est quel horizon quand on investit sur un fonds comme le vôtre, sur des thématiques qui sont quand même très très longue durée? Alors les actions, c'est déjà 5 ans normalement d'horizon. Et effectivement, les actions dans le développement durable, on se place sur des entreprises qui ont des projets à 10-15 ans. Donc effectivement, on est sur du long terme et une classe d'actifs longue également. Alors vous avez vu qu'on pose des questions décalées dans cette émission placée sous le signe du parfum. Que portez-vous comme parfum? Vous investissez dans quoi personnellement? Alors, Insolence de Guerlain. C'est ce qui nous semblait. On sentait cette pointe d'insolence quand vous parlez d'action. Attention. Merci Léa Dunant-Châtelet pour votre transparence là-dessus. Je rappelle que vous êtes directrice du polyester chez DNCA qui se parfume tous les jours, tous les gens, il faut le savoir. Et je remercie tous ceux qui ont travaillé sur cette émission. Merci à nos invités. Quelle est l'odeur du business? C'est encore une question qu'on se pose. Je vous invite à me livrer vos réponses sur le compte Twitter. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Merci de votre attention. Merci. Léa.